Alors, bonjour et bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Dr. Edouard Marcolini, avec qui on va avoir le plaisir de parler de reptiles. Bonjour, Edouard. Bonjour. Bonjour. Merci Salut. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par ton parcours? Comment en es-tu venu à être vétérinaire? Oui, j'ai toujours aimé les animaux, c'est pas très original pour un vétérinaire. Enfant, j'avais des tortues d'Hermann. Je suis originaire du sud de la France, puis il y avait des tortues dans mon jardin que je gardais l'été, puis on les laissait, on les libérait pour l'hiver, etc. Donc j'ai eu une fascination assez jeune pour les reptiles et les tortues en particulier. J'avais des chiens aussi, puis le vétérinaire de mon village était vraiment une personne que j'admirais beaucoup. Donc depuis tout petit, j'ai toujours voulu être vétérinaire. J'ai fait mes études en France. Le hasard m'a amené à appliquer pour faire un stage de 4 mois à l'Université de Montréal sur le campus de Saint-Hyacinthe à la fin de mes 5 ans en France. Okay. Puis c'est là que j'ai eu encore plus le goût de me spécialiser dans les animaux exotiques. J'avais déjà fait des stages, puis j'avais des vétérinaires chez qui j'étais allé en France, notamment un spécialiste en reptiles qui est très connu en France. Puis donc j'ai fait une première année de spécialisation, un internat à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Et pendant cette année d'internat, j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail à temps plein à Laval, au centre vétérinaire Laval. Et c'est là que j'ai fait ma résidence. Donc après mon année d'internat, c'était 3 ans de spécialisation dans les oiseaux. Donc officiellement, j'ai un titre de spécialiste pour les oiseaux, mais ayant un grand intérêt pour les reptiles, j'ai toujours poussé pour avoir une certaine clientèle de reptiles et puis pour pouvoir faire des projets en lien avec les reptiles. OK. Est-ce que tu peux nous guider un petit peu? Mettons que moi, je veux adopter un reptile, puis on part de zéro. Comment tu peux nous guider à savoir lequel choisir exactement? Alors, ce qui est important de réfléchir, c'est pour commencer le temps qu'on va avoir pour bien s'occuper d'un reptile. Puis souvent, les gens ont la mauvaise conception d'un reptile, ça vit dans un terrarium, donc c'est pas beaucoup d'entretien, puis ça va être pas mal plus simple que d'aller promener un chien matin et soir à l'extérieur, etc. Mais malheureusement, c'est quand même assez exigeant et ça peut être complexe de bien s'occuper d'un reptile. Donc les éléments à garder en tête, c'est vraiment, pour commencer, de s'informer sur des espèces qui se gardent facilement en captivité, parce que qu'on parle de tortues, de lézards ou de serpents, il y a vraiment, entre guillemets, des niveaux de complexité selon les espèces qui va varier beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent sans trop penser à l'importance d'avoir un setup, un environnement très bien contrôlé, ce qui peut parfois être difficile, d'avoir l'équipement adapté, d'avoir le budget pour avoir l'équipement adapté, et ensuite la motivation aussi d'avoir un reptile. Certaines personnes vont vouloir avoir un animal qu'ils vont pouvoir manipuler, avec qui ils vont pouvoir aller dehors, etc. D'autres vont vouloir avoir des animaux uniquement pour leur qualité esthétique. Donc si je prends pour exemple l'expérience que j'ai avec ma clientèle, c'est pas tout à fait les mêmes personnes ou le même profil de personnes qui vont avoir des pitons ou des boas avec des mutations, avec des noms pas possibles qui sont super rares, que des personnes qui vont avoir des dragons barbus, des geckos léopards, des iguanes, et puis la même chose avec les tortues. Donc l'élément à prendre en compte et sur lequel c'est important de réfléchir, c'est vraiment la taille, la complexité et puis le temps à pouvoir y consacrer. Est-ce que tu es capable de nous dire c'est quoi les reptiles les plus fréquents que tu vois à la clinique? Ça a changé depuis le début de ma carrière, je dirais. Donc, j'ai commencé à travailler au Québec en 2010. On avait beaucoup d'iguanes à l'époque. Les iguanes verts, c'était vraiment la mode au début des années 2000, on va dire. Sauf qu'un iguane, ça peut faire pas mal, va dire 1 mètre, 1m50 de long sans la queue. Donc, quand c'est petit, c'est mignon. Mais après, ça prend un terrarium quand même assez conséquent. Donc, je dirais actuellement que les reptiles qu'on voit le plus en consultation, ça va être des lézards, beaucoup de dragons barbus et beaucoup de geckos léopards. Les geckos, ça a l'avantage d'être assez petits, d'être relativement simple d'entretien, et encore, on va pouvoir y revenir. Il y a beaucoup de problèmes qui sont reliés avec les mauvaises conditions de garde en captivité chez les geckos. Mais vraiment, dragon barbu, gecko, très populaire. Les tortues à oreilles rouges encore, même si ça, c'est comme tout un autre enjeu
Je veux dire, tout le monde connaît des gens qui se sont achetés une petite tortue comme ça, puis qui se retrouvent avec une tortue qui fait 1,5 kg, qui doit être dans un gros aquarium, puis c'est de l'ouvrage, puis c'est contraignant de bien entretenir un aquarium. Et ensuite, Python Royal, un grand classique chez des serpents d'une certaine taille, mais quand même pas trop gros et pas si complexe à garder. Et les corn snakes, je dirais. Les quoi? Les corn snakes. Les couleuvres, serpents des blés, les couleuvres, qui sont une espèce de serpent. Où est-ce qu'on peut, en fait, adopter un reptile? Est-ce qu'il y en a dans les animaleries? Est-ce que c'est des éleveurs pour la plupart, j'imagine? Oui, il y en a dans beaucoup d'animaleries. Un des enjeux avec les animaleries, c'est que les personnes qui travaillent là et qui travaillent dans le secteur des reptiles ne sont pas forcément des personnes qui sont extrêmement compétentes. C'est souvent des gens qui ont forcément l'intérêt de travailler avec les reptiles, mais souvent les propriétaires qui viennent nous voir et qui ont acheté un reptile en animalerie n'ont pas forcément eu les meilleurs conseils sur les températures, sur les types de lampes et de systèmes de chauffage à avoir, sur le substrat, sur l'alimentation même. Et ensuite, en tout cas dans la grande région de Montréal, il y a aussi plusieurs éleveurs ou on va dire animaleries spécialisées qui font vraiment uniquement des reptiles. Donc j'ai aussi beaucoup de gens qui vont aller acheter leurs reptiles là-bas. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un petit monde de passionnés puis de collectionneurs, que ce soit au Québec et au Canada. Puis ensuite, il y a des foires ou des forums sur lesquels il y a des animaux qui vont être exposés puis qui sont parfois à vendre et les gens vont aller s'acheter les reptiles sur ces événements-là, ces foires-là. Est-ce que ça fait partie justement d'une bonne place où aller chercher de l'information au besoin? Dans les forums ou où vaut mieux appeler un vétérinaire? C'est certain qu'en théorie, le vétérinaire va être la meilleure ressource pour avoir des informations, sauf que parfois, surtout avant d'adopter son animal, ça peut être difficile d'avoir accès à un vétérinaire, puis ça peut être difficile de trouver toutes les informations sur les sites internet pour les reptiles. Il y a des magazines spécialisés, donc les animaleries spécialisées pour les reptiles, habituellement, les personnes qui travaillent là sont quand même assez connaissantes et ont beaucoup d'expérience. Et ensuite, effectivement, il y a des groupes de discussion. Les groupes de discussion, c'est comme pour toute passion et tout hobby. Il y a des gens qui disent des très bonnes choses, d'autres qui vont dire des bêtises, donc c'est certain que c'est difficile de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations dans tout ça. Parce que je me demande si, par exemple, je voulais acheter une petite tortue puis qu'elle grossit, je me souviens plus le nom que tu as la tortue nommé. oreille rouge. Oui, c'est ça. Où on pourrait avoir cette information-là? Google? On peut oui, googler? C'est certain que avec des recherches simples sur Wikipédia ou sur Google, il y a quand même une idée. L'espérance de vie aussi, ça c'est aussi un enjeu. J'ai beaucoup de jeunes professionnels qui sont embêtés parce qu'ils avaient un lézard ou une tortue qu'ils ont adopté quand ils étaient adolescents qui vivaient chez leurs parents. Puis là, il faut déménager avec, il faut avoir le terrarium ou l'aquarium dans le petit studio étudiant. Puis ensuite, c'est vrai. Quand on travaille beaucoup plus, quand on a une famille, etc. Puis la plupart des reptiles sont des animaux, la plupart des espèces vont être des animaux qui vont vivre 20, 30, 40 ans. Donc c'est quand même un engagement sur le long terme pour la plupart des espèces qu'on va avoir avec les reptiles. C'est à prendre en considération avant d'adopter. Oui, l'espérance de vie, ça c'est un gros enjeu. Puis justement, les tortues oreilles rouges, encore une fois, ça c'est un gros problème parce que une tortue oreille rouge, ça peut vivre 30, 35, 40 ans. Et contrairement à beaucoup d'espèces de reptiles qui vont avoir énormément de problèmes quand elles sont gardées dans des mauvaises conditions, les tortues oreilles rouges, c'est des vrais survivors, là, c'est des vraies guerrières. Puis ça en prend beaucoup pour qu'elles soient malades. Donc il y en a beaucoup qui vont vieillir, parfois mal vieillir, mais qui vont être abandonnées. Et par exemple, à la SPCA de Montréal, là je ne sais pas exactement, mais je pense qu'ils ont une vingtaine ou une trentaine de tortues oreilles rouges à donner parce qu'ils se retrouvent pris avec des tortues adultes dont les gens veulent se débarrasser. Puis il n'y a pas vraiment de refuge pour les accueillir, donc c'est un gros enjeu par exemple. Oui, parce qu'on entend souvent des parents qui veulent, justement, on va adopter une tortue reptile. C'est ça pour l'enfant, au lieu d'avoir un chien. Moi, j'ai pas envie de le sortir et tout ça, mais en sachant qu'il peut vivre 40 ans, c'est un autre engagement, là. Exactement, ça, pensez-y bien, oui. J'avais entendu, je pense que tu avais mentionné aussi qu'il y avait des risques à manipuler certains reptiles pour la santé de l'humain. Oui, je dirais qu'il y a deux catégories de risques différents qu'on va avoir avec les espèces. Avec toutes les espèces, ou en tout cas la très grande majorité des espèces de reptiles sont porteurs de salmonella.
Salmonella, c'est une bactérie qui va la plupart du temps provoquer des diarrhées chez les humains. Puis une personne qui est en bonne santé avec un bon système immunitaire a un risque quand même très très faible. C'est rare d'avoir ce genre de problème, mais c'est important de le garder en tête parce que par exemple, quand on achète un reptile pour un enfant, ça va être important de l'éduquer non seulement à ce que l'animal, le reptile, soit manipulé toujours sous la supervision des parents, et de bien penser à se laver les mains suite aux manipulations. On sait bien que les enfants vont mettre leurs mains partout, notamment dans la bouche, donc ça peut vite arriver. Et donc les personnes qui vont avoir un système immunitaire plus faible, donc notamment les enfants en jeune âge, les personnes immunosupprimées, les personnes âgées, vont avoir un risque un petit peu plus important de tomber malade en fait. Et donc la plupart des reptiles étant considérés comme des porteurs de salmonella, ça va être le risque principal qu'il faut garder en tête. Le deuxième risque, ça va être, selon les espèces, les risques de blessures, que ça soit des griffures, des morsures ou des coups. Donc par exemple, un iguane qui n'est pas du tout un animal très agressif, un iguane qui n'est pas content ou qui a peur et qui se débat, ça peut vraiment griffer au point de faire saigner puis de faire des grosses blessures. Ça peut donner des gros coups de queue et éventuellement ça peut mordre. Et la morsure, considérant qu'il y a de la salmonellose et encore plein d'autres bactéries dans leur bouche, puis la plupart des bactéries des reptiles sont des bactéries qui sont assez méchantes pour les humains. Les plaies vont beaucoup s'infecter. Donc il faut quand même faire bien attention. Et la règle de base, c'est vraiment de toujours bien se laver les mains après avoir manipulé un reptile. Et également, ça on pourra en reparler quand on va parler peut-être un petit peu de l'organisation, de la gestion du terrarium, etc. D'avoir des règles d'hygiène importantes. Donc par exemple, si vous avez un dragon barbu que vous faites, à qui vous donnez un bain tous les jours, la plupart du temps il va faire caca dans son bain. Si vous nettoyez le petit bol dans le lavabo, dans l'évier dans lequel vous avez votre bol de céréales puis votre assiette, vous risquez d'avoir des bactéries qui vont rester là et vous pourriez tomber malade par la suite. Donc ça va être important de séparer les ustensiles et le matériel des reptiles de ceux qui vont être à usage culinaire là, pour l'alimentation des humains, si vous voulez. Oh, ouais. Est-ce que la plupart des reptiles aiment ça, se faire manipuler, ou il y a vraiment des espèces, des races ou des âges qui aiment moins ça? Je dirais que, au contraire, d'une manière générale, il y a très peu de reptiles qui vont aimer et apprécier se faire manipuler par les humains. Là, le mode de fonctionnement puis le cerveau d'un reptile est pas très tourné ou porté vers la socialisation, la vie en groupe, etc. Donc, ça serait plutôt des exceptions que je dirais. Et justement, lézards et tortues, il y a quand même des exemples, puis j'ai beaucoup de propriétaires qui vont m'en parler. La nourriture et la chaleur, ça va être les deux sources de motivation, souvent des reptiles. Donc j'ai beaucoup de propriétaires qui me disent que le dragon barbu, quand il rentre dans la pièce, il va lever la tête, puis il va approcher de la vitre parce qu'il veut interagir avec ses propriétaires, parce qu'il sait qu'ils vont lui donner à manger. Donc le dragon barbu, c'est vraiment comme... Il est souvent dans le top 1 ou top 3 des reptiles pertinents pour les interactions avec les humains, justement. Les iguanes, s'ils sont habitués, ça peut être aussi des bons animaux de compagnie. Encore une fois, le seul enjeu, c'est vraiment la taille et leur côté. C'est des animaux qui sont très forts. Les uromastyques sont des bons lézards qui aiment interagir aussi, donc des lézards désertiques qui sont herbivores. Quand on va parler de l'alimentation, des fois, c'est un enjeu de garder de la nourriture carnivore ou insectivore. Donc les uromastyques, ça peut être un bon lézard à avoir parce que c'est herbivore. Les tortues vont aussi parfois avoir un intérêt, reconnaître leurs propriétaires, vouloir se promener avec eux, etc. Je me trompe-tu si je dis que les tortues, ça mord souvent? Il me semble que je vois souvent ça. Ça mord souvent? Oui. Les tortues aquatiques sont réputées quand même un petit peu agressives. Donc les tortues aquatiques, encore une fois, celle qu'on voit le plus souvent en consultation, ça va être les tortues à oreilles rouges. Mais les tortues herbivores, c'est des petits bouddhas, c'est super gentil, super zen, ça marche tout doucement, c'est tranquille. Si ça te mord, c'est parce qu'elle a cru que ton doigt c'était une framboise ou une laitue, mais autrement, c'est vraiment pas agressif, non. Ok. Ouais. Ah, mais c'est bon à savoir. Moi, j'avais peur d'aller dans les lacs puis ces choses-là pour me faire mordre par des tortues. Ça me rassure. Les tortues à oreilles rouges, d'ailleurs, on peut en trouver ici en nature. Je veux dire, c'est oui, mais c'est une espèce invasive. C'est pas une espèce qui est indigène au Québec. Donc les espèces indigènes, c'est les espèces qui vivent à l'état sauvage, à l'état naturel ici. Les tortues à oreilles rouges, comme je disais tout à l'heure, étant une espèce vraiment survivor, c'est des espèces
qui ont réussi à survivre en milieu naturel ici. À l'heure actuelle, il n'y a pas de données certaines qui prouvent que c'est une espèce invasive. Une espèce invasive étant une espèce introduite de manière non naturelle et qui va se reproduire dans ce milieu. Donc, à ma connaissance, peut-être que je ne suis pas au fait des dernières nouvelles, mais à ma connaissance, les tortues à oreilles rouges au Québec ne se reproduisent pas. Donc, elles ne vont pas pondre des œufs qui vont éclore dans la nature. Par contre, effectivement, malheureusement, il y en a beaucoup, notamment en milieu urbain. Je collabore, moi, avec le Centre de réhabilitation des tortues du Québec, là, qui est une initiative du Centre Éco-Nature au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, qui accueille toutes les tortues indigènes blessées du Québec. Puis donc moi je vais faire les soins à ces tortues-là, et on a souvent des tortues à oreilles rouges qui sont confondues avec les tortues peintes, qui sont des tortues qui leur ressemblent beaucoup. Les tortues peintes, c'est une espèce native indigène au Québec qui vit ici, et ça nous arrive fréquemment dans les lacs ou dans les étangs et les parcs, notamment les parcs à Montréal justement. Les gens vont signaler une tortue qui a l'air d'être malade, blessée ou quoi que ce soit, puis ils nous la portent, puis malheureusement c'est une tortue à oreilles rouges. Et donc dans ces cas-là, c'est vraiment des gens qui ont de manière illégale relâché cette tortue-là dans la nature, ce qui est bien évidemment problématique au niveau de l'écosystème et de l'écologie. Ben oui. Les tortues là, sont très sensibles au niveau de la carapace. Ou, parce que j'en vois des fois sur les réseaux où ils vont gratter, puis là, ils se frottent. Ou, ils aiment ça qu'on les lave qu'on les gratte à la brosse à dents. Ouais. Fait que j'imagine que, tu sais, quand ils se font frapper, mettons, par des autos, ou, c'est très, très... Ouais, ben la carapace, c'est vraiment une structure qui est bien évidemment très spécifique aux tortues, qui est absolument fascinante. Puis l'intérieur de la carapace, c'est vraiment de l'os. Donc une tortue qui se fait blesser ou fracturer la carapace, c'est comme un humain ou un mammifère qui aurait vraiment une fracture d'un os. Et le dessus de la carapace, la partie colorée qu'on voit à l'extérieur, ça c'est la cuticule, c'est un peu comme des ongles, c'est comme des fanères. Donc ça c'est pas, c'est sensible, mais c'est pas douloureux, puis c'est pas vascularisé comme de l'os. Okay. Mais effectivement, une tortue qui a une fracture de carapace, c'est une blessure qui est extrêmement douloureuse pour elle. Aïe. Parlons d'un peu l'habitat. Oui. Comment bien bâtir, bien écrire en fait l'habitat pour notre reptile? Oui, ça c'est un gros défi puis un gros enjeu, puis c'est très variable justement selon l'espèce. Puis ça, je dirais que c'est probablement l'étape la plus importante de bien planifier le terrarium ou l'aquarium de son reptile avant de l'adopter. C'est quelque chose qui est très important, que ça soit au niveau de l'espace et de la taille du vivarium, que ça soit ensuite au niveau de son fonctionnement et de son entretien, et également donc du matériel qui va être nécessaire, parce que la facture pour un terrarium ou un vivarium qui est très très bien organisé, ça peut vraiment monter très rapidement à plusieurs centaines, voire quelques milliers de dollars. Là, c'est quand même un investissement qui est significatif. Et donc là, il va y avoir vraiment plein de notions, plein de concepts importantes à garder en tête. Le premier, c'est d'anticiper quelle va être la taille de notre reptile quand on va l'adopter et quelle va être sa taille à l'âge adulte. Et dans combien de temps il va arriver à l'âge adulte. Parce que ça peut être un enjeu. Il y a des extrêmes, mais justement, dans les cas classiques de problématiques, il y a certaines tortues désertiques africaines, notamment la tortue sillonnée, qu'on appelle la tortue sulcata, qui est une tortue qui, quand elle va avoir 6 mois ou un an d'âge, là, va tenir dans la paume de la main, et qui, à l'âge adulte, va faire entre 100 et 150 livres. Là, c'est vraiment absolument énorme. Donc ça, il y a plein de gens qui les trouvent absolument magnifiques, puis qui vont les adopter petites. Puis une fois qu'ils l'ont depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça commence à être compliqué. J'ai un propriétaire qui était super bon, qui avait comme un abri de piscine complet pour sa tortue à l'extérieur. Wow. Mais c'est une exception. Et donc il y a malheureusement beaucoup de ces tortues qui vont finir par être abandonnés, être transférés dans des sanctuaires, être transférés dans des zoos éventuellement, dans des institutions zoologiques. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Donc la planification de la croissance de notre reptile va être quand même assez importante pour déterminer est-ce que je peux avoir un terrarium qui va rester toujours le même, ou est-ce que j'en prends un petit quand l'animal est bébé, puis je vais en avoir un qui va être un petit peu plus grand quand il va être à taille adulte, et de s'assurer qu'on ne va pas finir justement avec un iguane qui aurait besoin de vivre dans la salle de bain au complet, ou une sulcata qui aurait besoin d'avoir forcément une pièce à elle entière, ce qui va être compliqué, ou un garage au complet, ce qui va être compliqué à gérer. Est-ce que c'est envisageable de faire comme il y a un terrarium, mais il vit aussi libre dans la maison?
Alors, ça peut l'être pour certaines espèces, mais de manière générale, c'est une mauvaise idée parce que y a peu d'espèces, surtout sur le marché des reptiles de compagnie, on va dire, qui sont adaptés à vivre dans une maison au Québec, à cause des spécificités de température, d'humidité et d'exposition aux UVB. Donc si on revient un petit peu sur les éléments clés de réflexion pour l'organisation d'un terrarium, le premier point, ça va être vraiment le gradient de température. Donc on entend souvent dire les reptiles, c'est des animaux à sang froid, etc. Le fait que les reptiles soient ectothermes, ça veut dire que la température du corps va varier avec la température du milieu extérieur. Et la température du corps, c'est ce qui va déterminer le métabolisme, donc le bon fonctionnement de l'organisme. Donc pour avoir un bon fonctionnement, un bon système immunitaire, un bon système de digestif qui va pouvoir bien digérer la nourriture, etc., le reptile doit avoir accès à des zones qui sont adaptées à son espèce et donc avoir des températures qui sont précises. Donc le gradient de température, ça va consister à avoir un point chaud et un point froid. Et donc le gradient, donc la différence de température entre le point chaud et le point froid, dans le terrarium, dans le vivarium dans lequel va vivre le reptile, pour que lui puisse avoir un comportement d'aller se réchauffer ou se refroidir de manière naturelle. Et donc, de trouver une bonne source d'information pour savoir quels sont ces points chauds et ces points froids et la température optimale de vie de l'espèce, et ensuite de pouvoir mettre en place dans le vivarium avec différents types de lumière ce gradient de température, ça va être un des éléments clés. Et on va en parler, je présume, un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de maladies qui sont reliées à un mauvais contrôle des températures. Le deuxième, ça va être l'humidité. L'humidité, ça va surtout être important chez les espèces qui vont muer. Donc les serpents et certaines espèces de lézards qui vont muer de manière continue ou en plaques. Et on va avoir beaucoup de problèmes reliés au mu, souvent parce que nos reptiles vont être gardés dans un terrarium qui n'a pas une humidité qui est suffisante. C'est comme la plupart des terrariums sont vraiment chauffés, souvent ça va être que l'humidité est trop basse. C'est rare qu'on ait une humidité trop élevée, quoique ça peut arriver. Et là, on va avoir plutôt d'autres problèmes avec des moisissures dans le substrat, des problèmes de ventilation du substrat, etc. L'autre élément qui est très important chez, on va en simplifier un peu, on va dire chez tous les lézards et toutes les tortues, à quelques exceptions près, c'est la présence d'une source de lumière spécifique UVB. Les reptiles ont besoin d'avoir des UVB pour activer la vitamine D au niveau de leur peau, pour pouvoir bien absorber leur calcium. Et donc, on va avoir beaucoup de problèmes avec des os trop mous, donc un défaut de calcification chez les reptiles qui ne sont pas exposés à une lumière UVB. Donc, quand tu mentionnais tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir un reptile en liberté dans la maison ? J'ai plein de gens qui ont une tortue loose qui se promène sur le parquet, puis c'est bien le fun, etc. Mais si on la laisse toute la journée en liberté, elle ne peut pas avoir l'exposition à de la lumière UVB, donc elle risque d'avoir des troubles avec le métabolisme du calcium et donc des déformations de la carapace ou des os trop mous et même des fois des déformations au niveau du visage et des problèmes au niveau du bec. Puis, si on met une source de lumière, un néon UVB à un certain endroit, la tortue ou le lézard ne va pas dire « Oh, j'ai besoin de ma petite séance d'UVB » puis aller se mettre en dessous. Lui, il va faire sa petite vie puis se promener où il veut dans la maison. Et donc, on peut avoir un problème. Donc, quelques heures par jour, ça se fait bien. En été, quand il fait super chaud, j'ai plein de propriétaires qui vont les avoir. On va discuter aussi de les sortir en extérieur, éventuellement, nos reptiles. Mais donc, autrement, l'accès à un UVB de qualité, adapté à l'espèce aussi, parce que selon le milieu naturel dans lequel ils vivent, une espèce désertique, une espèce tropicale, une espèce nocturne ne va pas avoir les mêmes besoins en UVB. Mais donc, une source UVB, c'est vraiment un élément qui est très important et c'est une erreur qui est fréquemment faite qui va aboutir à des problèmes médicaux qu'on voit vraiment beaucoup malheureusement en consultation vétérinaire. Et dans le milieu naturel, comment ils la trouvent cette lumière UVB-là? C'est le soleil qui leur donne. Ah, ok, donc c'est ça. Ouais. À l'extérieur, ça pourrait fonctionner. Exactement, si on l'amène, mais pas dans la maison. Si on vivait en Floride, on pourrait avoir des iguanes qui vivraient dans des terrariums et des enclos extérieurs sans avoir besoin de lumière UVB. Okay. Mais c'est vraiment pour les reptiles qui sont en captivité à l'intérieur. Puis, même s'ils sont en plein soleil, nos vitres vont arrêter les rayons UVB. Donc, ça prend vraiment une exposition directe à la lumière du soleil ou des lampes spécifiques qui vont donner ce spectre de lumière avec les rayons UVB.
OK. Mis à part, mettons, la grosseur du reptile, est-ce que c'est très... Tu sais, comment choisir la grandeur idéale? Est-ce que c'est très actif? Ils ont-ils besoin de grand, de haut? J'imagine que ça varie beaucoup entre... Ça varie selon les espèces et selon leur comportement. Donc, il y a des espèces qui vont être dites arboricoles. Donc, par exemple, chez les lézards, si on prend les caméléons, qui sont des lézards absolument fascinants, quand même assez difficile à garder en captivité, malheureusement. Là, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super le fun d'avoir des caméléons, puis qui en adoptent, mais malheureusement, c'est rare d'avoir des caméléons qui vivent une longue vie en captivité parce que c'est très difficile de bien s'en occuper. Les caméléons sont des espèces arboricoles, donc typiquement, les terrariums de caméléons vont être faits en hauteur, puis il va y avoir un sol, mais ils vont toujours être dans des branches, cachés derrière des feuillages, etc. Des espèces désertiques comme les geckos ou les dragons barbus vont très souvent vivre uniquement au sol. Les dragons barbus, ils aiment bien monter, donc souvent ils vont avoir des petites passerelles, un petit hamac, des petits éléments comme ça. Mais ça reste que c'est des espèces qui vivent beaucoup plus au sol. Les geckos étant nocturnes, ils vont souvent avoir plusieurs cachettes pour faire leur sieste à la noirceur la journée, puis se promener, être un petit peu plus actifs au courant de la soirée, puis de la nuit. Donc l'organisation, donc la forme du terrarium, sa taille, et puis donc la hauteur, la largeur, la profondeur, etc. Ça va vraiment varier selon les espèces. Il n'y a pas véritablement de règle qui fait du sens selon moi de dire le terrarium doit faire 3 fois la longueur du reptile par exemple, etc. C'est vraiment très variable selon les espèces. Donc c'est difficile d'avoir une règle universelle pour chacune des espèces, mais il y a des principes à respecter et à comprendre selon les espèces qu'on va vouloir avoir. C'est pareil chez les serpents par exemple. Il y a vraiment des serpents qui vont vivre uniquement au sol, puis on leur donne un petit peu de substrat, une cachette, ils vont être bien contents. Il y en a qui vont aimer s'enfouir, donc ça va prendre d'avoir du substrat plus épais parce qu'ils vont aller se cacher en dessous. Puis il y a des espèces arboricoles qui vont même avoir besoin d'avoir des branches pour se positionner d'une certaine façon et être confortable, on va dire, sur leurs branches. Donc ça va être à ajuster selon l'espèce. Est-ce que c'est satisfaisant pour eux que ce soit un terrarium artificiel ou c'est important de mettre des vraies branches, des vraies feuilles ou du vrai sable, etc.? Est-ce que je peux juste poser une question? C'est quoi la différence entre un vivarium et un terrarium? C'est juste que vivarium, ça va englober, selon moi, terrarium et aquarium. Parce qu'il y en a certains qui vont être dans une tortue aquatique ou semi-aquatique va être dans un aquarium avec de l'eau puis une zone immergée. Et puis un terrarium, ça va être sec, entre guillemets. Okay. Donc pour moi, vivarium, c'est que ça va englober tous les milieux de vie restreints dans lesquels vont vivre les reptiles. Donc vivarium, c'est terrarium plus aquarium. OK, merci. Je m'excuse, Rosalie, ta question c'était... Oui, est-ce que oui, artificiel versus naturel. Ouais. Dans l'absolu, ce qui est naturel, c'est idéal. Sauf que c'est parfois beaucoup plus difficile de bien le faire. Donc, là aussi, la réponse est oui et non. De l'artificiel, ça peut avoir l'avantage d'être plus simple à organiser. Ça va être beaucoup plus simple à nettoyer. Puis ça peut être vraiment un enjeu important quand on n'a pas tant le temps pour justement bien s'occuper de son terrarium. Mais c'est certain que d'avoir des choses naturelles, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus esthétique, on va dire, puis c'est mieux pour les reptiles, mais c'est beaucoup moins pratique. Exemple, on adopte un reptile, on adopte un lézard, puis, un serpent, puis après 6 mois, on se rend compte qu'il a des mites, il a des parasites de peau. Une branche en plastique, on peut la bleacher, puis la désinfecter, puis on va tuer tous les parasites. Si la branche elle est en bois, ça va être beaucoup plus compliqué de lui faire un traitement. On peut essayer de la mettre au four, on peut essayer de la faire tremper, mais c'est plus compliqué. Donc tout ce qui est matériel organique, donc avec du vivant ou du matériel qui va être du bois, de la terre, etc., ça peut plus garder les bactéries, les parasites, et ça peut être plus compliqué à bien nettoyer. Mais c'est plus naturel et c'est plus esthétique. Est-ce qu'on peut contaminer notre reptile avec des branches qui viennent justement de l'extérieur? De l'extérieur, je dirais probablement pas, parce que souvent, les parasites des reptiles vont être des parasites qui sont plus ou moins spécifiques d'espèces. Donc, en te promenant dans la forêt ici, je suis pas sûr que tu vas tomber sur un boa constrictor ou un python. Donc, si jamais il y avait des parasites, c'est pas des parasites qui vont être intéressés à aller parasiter notre serpent tropical. Donc, souvent, les parasites, ils vont être introduits par
un nouvel individu, donc un nouveau reptile qu'on aurait acheté, qu'on aurait adopté, ou alors il y a certaines places, animalerie, élevage, etc., qui vont vendre du matériel, mais où il y a aussi des animaux. Et dans ces cas-là, souvent le matériel, le substrat, s'il y a beaucoup de parasites dans la place où on va acheter son matériel, c'est possible qu'on revienne avec des parasites dans le substrat. Le substrat, donc c'est ce qui est dans le fond du terrarium, ça justement c'est un gros enjeu parce qu'il y a plein de matériaux différents. Il y a plein de choses qui sont super le fun, mais c'est aussi parfois plus compliqué à entretenir et ça peut entraîner des problèmes. Donc gecko léopard, le plus classique, espèce désertique, ou même les dragons barbus. Espèces désertiques, donc souvent les gens vont vouloir les mettre sur du sable, parce que c'est ce qu'ils auraient dans les milieux naturels d'où est-ce qu'ils proviennent. Sauf que quand ils vont s'alimenter, si les proies, les insectes qui mangent sont en train de se promener sur le sable, il y en a qui vont ingérer du sable et l'avaler. Et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'avoir des geckos, des dragons barbus qui avaient une obstruction digestive, donc vraiment comme un bloc de sable aggloméré dans l'estomac ou dans les intestins, et pour lesquels la seule façon de les guérir, c'est une opération qui est quand même complexe et surtout coûteuse, alors que s'ils étaient restés sur du Scott Towel ou un petit prélard, un petit tapis tout simple, ça serait jamais arrivé. Donc les substrats naturels, ça a beaucoup d'avantages. Si on prend pour les espèces tropicales, ça va avoir aussi l'avantage de garder plus d'humidité. Mais d'un autre côté, il va y avoir un enjeu au niveau de la sécurité, surtout avec l'alimentation et la désinfection. Quand nos reptiles vont faire leurs besoins dans le terrarium, d'aller nettoyer une selle ou de l'urine qui va être imbibée ou qui va avoir coulé un petit peu dans le substrat, c'est un petit peu plus compliqué que de prendre une petite guenille pour aller nettoyer un papier essuie-tout ou retirer un papier essuie-tout ou aller nettoyer quelque chose qui va être un peu plus synthétique. Est-ce qu'on peut entraîner un reptile à aller faire ses besoins dans une partie, par exemple? Alors, l'entraîner à devenir propre, je suis pas certain, quoique probablement qu'il y a certains entraîneurs qui me diraient qu'ils y sont arrivés parce que tout animal s'entraîne dans la vie, puis il y a des entraînements, il y a des concepts super cool de medical training avec les reptiles. Par contre, très souvent, tortues et lézards, si on les baigne souvent, ça va déféquer quand ça va prendre son bain. Donc tout à l'heure justement, on parlait des tortues sulcata, là, les fameuses toutes petites qui deviennent géantes. Moi, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, avec ma conjointe, on avait réchappé 2 tortues justement qui s'étaient fait abandonner parce qu'elles étaient devenues trop grosses. Donc il y en avait une qui était à peu près 3-4 kilos, puis l'autre qui était pas mal à 7-8 kilos. Là, c'était quand même des grosses tortues. Donc on leur avait fait plutôt un enclos qu'un terrarium. À l'intérieur, on était déjà dans un condo de même pas 1000 pieds carrés à Montréal. C'était assez serré, donc elles étaient dans notre salon avec des petites barricades pour qu'elles restent justement sous leur lumière. Mais tous les matins, on les mettait dans la baignoire pendant 1 heure. Puis les deux faisaient des gros caca. Là, ça mange, c'est herbivore comme animal, donc ça fait vraiment comme des bousses de vache ou de cheval. Là, c'est assez énorme. Puis fallait qu'on les mette dans le bain le matin, puis elles faisaient leurs besoins. Puis les jours où on n'avait pas le temps ou qu'on les mettait pas assez longtemps et qu'elles faisaient pas, là elles faisaient leurs besoins dans le salon, puis c'était la catastrophe à ce moment-là. Donc avec des bains quotidiens, souvent il y a beaucoup de reptiles qui vont être stimulés à faire leurs besoins dans le bain. Puis souvent nos reptiles en captivité vont pas beaucoup boire, puis vont avoir une certaine déshydratation sous-clinique qui peut devenir problématique après des années. Donc moi, je vais pas mal recommander à tous mes propriétaires de donner un bain, idéalement tous les jours, 15 à 30 minutes à leur reptile. C'est peut-être un peu moins vrai pour les serpents, quoique ça pourrait marcher, mais donc il y a beaucoup de lézards ou de tortues qui peuvent être entraînés entre guillemets, mais qui vont faire leurs besoins tous les jours dans le bain. Puis quand on dit donner un bain, c'est juste de le mettre dans l'eau. Oui, c'est pas exactement. De le nettoyer ou non, tout à fait. C'est juste le laisser dans un fond d'eau. Là, donc, dépendamment de l'espèce, ça peut être un petit bac en plastique, là, un petit Tupperware, ou dans la baignoire. Si c'est moi, dans le cas de mes tortues, c'est vraiment dans notre baignoire à nous. Pas le choix. Mais exactement, on les fait tremper avec un petit peu d'eau juste pour que les fesses trempent et que souvent ils vont boire par eux-mêmes à ce moment-là dans l'eau. Et puis d'avoir le cloaque qui est dans l'eau, ça va les stimuler à faire leurs besoins. Est-ce que c'est facile de mettre ensemble 2 individus? Ça dépend de l'espèce, là aussi. Mais il faut garder en tête que de manière générale, les reptiles, ce ne sont pas des animaux qui sont grégaires, qui sont sociaux. Ils n'ont pas besoin de vivre en groupe. Et dans la nature, la plupart du temps, ils vont vivre seuls leur petite vie et ils vont se retrouver uniquement pour se reproduire.
Alors c'est vrai qu'il y a quand même des espèces qui vont vivre en groupe, où il y a des endroits où on sait qu'on va en voir plein en même temps. Là, si on pense, tout le monde est allé déjà, je pense, en voyage dans le sud, puis il y a les iguanes de mer, puis là on en voit 10 sur les rochers ensemble. Mais ça reste que ils vivent pas en groupe comme s'ils étaient chummy comme d'autres espèces. Si je prends l'exemple, les perroquets c'est vraiment très important pour eux de vivre en groupe. Des espèces sociales aussi comme les rats, les lapins, les cochons d'Inde, c'est important pour eux d'être à plusieurs. Donc avec les reptiles, c'est moins le cas. J'ai quand même des propriétaires qui ont plusieurs individus dans le même terrarium, mais ça va être important d'avoir assez d'espace pour les deux, que chacun puisse avoir des zones au point chaud, au point froid, des zones de cachette, etc. Et souvent, il va y avoir un petit peu de compétition et de chicane, que ce soit pour la nourriture ou, selon les saisons, si on a des mâles et des femelles, pour des comportements de reproduction. Donc, mis à part quelques exceptions, je dirais qu'habituellement, je recommande vraiment qu'on garde les reptiles séparément. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de l'alimentation? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien alimenter son reptile? Ouais. Alors, l'alimentation varie selon l'espèce. De manière simplifiée, je dirais qu'il y a 3 grandes catégories d'alimentation pour les reptiles. Les carnivores, les insectivores et les herbivores. Donc les carnivores, ça va être majoritairement les serpents, chez qui on va recommander de donner des proies. Souvent, ça va être des rongeurs. L'idéal, la manière la plus éthique de les nourrir, ça va être de leur donner des proies congelées, décongelées. Certains serpents vont malheureusement pas être habitués ou vont être difficiles à nourrir avec des proies mortes, donc il y a des propriétaires qui vont leur donner des proies vivantes. Ça, c'est un peu moins éthique parce que forcément, ça apporte de la détresse pour le rongeur qui est dompé dans le terrarium ou dans le bac avec le serpent. Puis il y a aussi, si les propriétaires se disent moi je m'en fous, c'est naturel, mon serpent, faut bien qu'il mange. J'ai aussi plusieurs fois vu des serpents qui vont se faire blesser par la proie. Donc quand ils vont la capturer, s'ils la mangent pas directement, il y a des souris ou des rats qui vont se retourner contre le serpent et vraiment, en essayant de se débattre et de fuir, blesser puis mordre le serpent. Donc, congeler, décongeler, c'est ce qui est le plus simple. Puis ça va être le mode d'alimentation le plus facile. Puis chez les serpents, je dirais que c'est les espèces chez qui on a le moins de problèmes médicaux reliés à l'alimentation. Ensuite de ça, on va avoir à l'autre bout du spectre les herbivores, donc les iguanes, les uromastyx, la plupart des espèces de tortues terrestres désertiques. À qui on va donner une variété de légumes et de fruits. Il va être important de donner des suppléments en calcium à ces espèces, comme on parlait tout à l'heure des UVB. Selon les types de végétaux qu'on va leur donner, souvent il ne va pas y avoir assez de calcium, donc dépendamment des espèces, on va avoir des recommandations de supplémentation spécifiques en calcium à leur donner. La plupart du temps, les suppléments en calcium, ça va être des poudres qu'on va ajouter à leur alimentation. Puis, important, donner des poudres de calcium sans vitamine D. Parce que la vitamine D, on peut vraiment la surdoser. Et en théorie, la vitamine D, elle va être apportée par l'exposition aux rayons UVB. Donc, nos reptiles n'ont pas forcément besoin d'avoir une supplémentation en vitamine D. Si on leur donne de la poudre de vitamine D trop fréquemment avec leur calcium, on risque de leur faire absorber trop de calcium et donc on risque d'aller provoquer des problèmes rénaux sur le long terme. Donc ça, c'est les herbivores. Puis au milieu, on va avoir les insectivores / omnivores. Donc il y a des espèces qui sont pas mal 100% insectivores, donc les caméléons, les geckos par exemple, qui vont manger uniquement des insectes. Puis donc là, il y a comme tout un monde qui va s'ouvrir à vous avec les différents types de proies qu'on peut leur donner. Puis ça, justement, quand on réfléchit à quelle espèce pourrait être pertinente à adopter, c'est important d'y réfléchir parce qu'il y a des gens qui sont dégoûtés de manipuler des petits vers, il y a des gens qui ne veulent pas avoir un élevage de grillons à la maison parce qu'il y a toujours des grillons qui vont s'échapper, puis ensuite ça va chanter dans la maison à l'année longue. Donc c'est ça, là il y a plein de variétés de vers et de petites proies qu'on peut leur proposer. Puis il y en a qui vont être un peu plus omnivores ou insectivores, mais manger aussi des végétaux. Donc typiquement les dragons barbus adultes, on va recommander qu'ils aient un apport en proies. Donc là c'est selon les modes de pensée ou les écoles, 30 à 50% de proies d'insectes, mais aussi 50 à 70% de végétaux, donc des légumes puis des fruits.
La fréquence, je sais que certains, en fait non, je sais pas, là, mais je pense que certains serpents, c'est moins fréquent de les nourrir, ouais, c'est ça, tandis que j'imagine qu'il y a certains restes que c'est tous les jours, puis... Exactement. Il y a des espèces qui doivent être vraiment nourries tous les jours, ou on va dire un minimum de 5 jours par semaine, donc justement gecko, dragon barbu, tortue. Ça va manger très fréquemment. Puis c'est un petit peu la même chose si on pense aux mammifères. Là. Si on pense à une vache ou un cheval, ça va brouter à la journée longue, donc ça doit manger tous les jours. Puis si on pense à un lion ou à un oiseau de proie qui va chasser, c'est pas tous les jours qu'il arrive à capturer une proie. Donc souvent les carnivores vont s'alimenter moins fréquemment. Donc un serpent, dépendamment des espèces, souvent ça va être une fois par semaine, une fois à tous les 10 jours, une fois aux 2 semaines. Alors que les herbivores, ça va être à tous les jours. Et entre les deux, donc les insectivores, souvent ça va être 5 jours par semaine. J'ai quand même des propriétaires qui vont nourrir leur dragon puis leur gecko tous les jours. Mais parfois on va leur faire 1 ou 2 petits jours de break dans la semaine. Est-ce que l'accès aux vétérinaires, c'est facile? Est-ce qu'il y en a beaucoup ici au Québec en général ou il faut vraiment s'informer ou aller avant en fait d'adopter? C'est certain que ça dépend un petit peu de la région dans laquelle on vit. Il n'y a pas beaucoup d'établissements où il y a des vétérinaires vraiment spécialisés pour les reptiles. Il y a vraiment juste la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe et l'établissement où je travaille, le centre vétérinaire Laval, où il y a vraiment des spécialistes pour animaux exotiques avec des vétérinaires qui ont beaucoup d'expertise pour les reptiles. Il y a quand même beaucoup de cliniques vétérinaires partout. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui ont un intérêt pour faire des animaux exotiques. Donc souvent, ils vont être à l'aise pour gérer des petits problèmes, on va dire. Mais si les problèmes sont plus compliqués, notamment s'il y a besoin de chirurgie, l'anesthésie des reptiles est quand même assez spécifique, dans ces cas-là, ces vétérinaires-là vont pas forcément être à l'aise à faire des opérations, puis donc ils vont nous référer les clients pour venir faire des procédures plus spécialisées dans les centres de référence. C'est quoi, dans le fond, les soins vétérinaires qu'il faut apporter à son reptile annuellement? Est-ce qu'il y a des vaccins? Y a-t-il des vermifuges si on pense à des chiens et des chats? Ça dépend des espèces. Je dirais donc vaccin, non, il y a aucun vaccin à donner, il n'y a pas de médicaments préventifs. Par contre, il y a beaucoup d'espèces qui vont avoir des parasites internes. Donc, le meilleur réflexe, la meilleure routine selon moi à avoir, c'est quand même d'aller faire examiner son reptile une fois par année chez le vétérinaire, parce que on va quand même avoir des petits éléments, on va regarder certaines petites choses que les propriétaires ne vont pas forcément voir, puis plus on va dépister un début de problème tôt, plus ça va être facile à traiter. Et donc le bon réflexe à avoir, c'est d'apporter un échantillon de sel pour faire une analyse de sel, parce que parmi les problèmes fréquents qu'on va avoir, mais qui ne sont pas forcément visibles, donc les gens ont l'impression d'avoir un animal en pleine santé, ça va être des parasites digestifs. Les parasites externes, souvent les gens viennent nous voir pour ça parce qu'ils voient qu'il y a des petites bibites qui se baladent sur leur reptile, mais les parasites internes, on les voit pas, puis ils peuvent devenir problématiques après un certain temps. Donc de faire une analyse de sel régulièrement, à chaque année, ou parfois je ne vais pas le faire à chaque année si c'est un reptile qui vit uniquement à l'intérieur, puis l'analyse elle a été négative l'année d'avant, il n'y a pas forcément de raison pour un iguane qui mange des laitues puis des bananes d'attraper des parasites alors qu'il vit tout seul dans une maison, mais je vais recommander d'espacer un petit peu, puis de le faire à tous les 2 ans ou tous les 3 ans par exemple. Puis quand ils vieillissent, là il y a de la médecine préventive qui peut être pertinente à faire, donc des analyses de sang, des radiographies. Sur les analyses de sang, on peut vraiment dépister plus précocement des problèmes avec le métabolisme du calcium, comme on discutait tout à l'heure, des problèmes reliés à des reins qui vieillissent, des problèmes avec l'alimentation vont entraîner des changements au niveau du foie, puis c'est des éléments qu'on peut éventuellement mettre en évidence sur des analyses de sang. Donc il y a quand même de la médecine préventive qui peut être mise en place si le propriétaire a une relation régulière avec un vétérinaire. Je me demandais comment qu'on amène notre reptile chez le vétérinaire. Est-ce qu'on amène le terrarium au complet? Non, ça dépend quel mois de l'année c'est. Et puis oui. ça dépend l'animal. Donc il y a les petits lézards peuvent très bien aller. Il y a des petits transporteurs qui sont comme des mini aquariums ou des gros Tupperware. Là, donc on va les mettre là-dedans. Si c'est l'hiver, idéalement avec un tapis chauffant ou un sac magique ou des bouillottes.
Si ce sont des animaux un petit peu plus grands, vraiment les transporteurs pour chiens ou pour chats, ça peut bien faire la job. Puis les serpents, je trouve que ce qui est le plus simple pour les garder à bonne température, c'est de les mettre dans une thé d'oreiller, puis de mettre la thé d'oreiller contre nous. La bouillotte qui va être la plus stable en température, ça va être notre corps qui va toujours être à la même température, puis ça leur permet de rester quand même à une température relativement chaude. Autrement, il y a des grosses glacières qui vont pouvoir maintenir la température. Donc le serpent peut être mis dans un transporteur, le transporteur dans une grosse glacière, puis des dispositifs chauffants avec un thermomètre qu'on met à l'extérieur pour contrôler la température. Donc en hiver, par exemple, quand j'ai des gros spécimens, si j'ai des boas qui vont être 2 fois plus longs que la table, qui vont venir vraiment dans des gros bacs, dans ce cas-là, les propriétaires vont les mettre dans une grosse glacière en styrofoam avec des systèmes de chauffage, puis ils vont surveiller pendant le trajet la température avec un thermomètre à sonde qui va être à l'extérieur de la glacière. Ça agit comment un serpent chez le vétérinaire? La plupart du temps, ça fait pas grand-chose. Ça explore le comportement. Ça aime bien s'enlacer entre nous. Sur nous. Je dirais que le type de clientèle que j'ai fait que j'ai pas tant de serpents qui sont très agressifs. La plupart ont l'habitude quand même d'être manipulés. S'ils sont agressifs, souvent les propriétaires ont l'habitude de les manipuler, donc avec des crochets puis des gants, on s'assure juste qu'ils vont pas nous attaquer, on tient bien la tête, puis ensuite on va pouvoir faire l'examen du corps au complet. Donc c'est curieux, ça se promène, ça explore l'environnement en reniflant avec la langue souvent, mais disons que c'est pas vraiment stressé. Là, c'est une petite force tranquille qui se promène puis qui regarde ce qui se passe autour. Cool. Hormis le fait qu'il y ait des parasites qu'on peut voir à l'œil nu, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter que notre reptile va pas bien? Oui, les grands classiques dans les motifs de consultation qu'on va avoir, ça va être les reptiles qui arrêtent de manger. Donc souvent, là pour le coup, s'il y a un chiffre à donner entre guillemets, je vais dire qu'un reptile qui saute plus que 3 repas, ça devient problématique. Donc si on a un serpent qui, une fois, veut pas manger, on va pas aller chez le vétérinaire le lendemain. Là, c'était peut-être ça le tentait pas, il y avait X ou Y raison. On le laisse tranquille, on le renourrit la semaine d'après, il veut encore pas manger, la semaine d'après il veut pas encore manger. Là, on va commencer éventuellement à s'inquiéter. Un dragon barbu ou un gecko qui mange tous les jours, s'il mange pas pendant 2 ou 3 jours, là ça peut devenir problématique. Un élément aussi qui va être très pertinent à déterminer si un reptile qui mange pas, c'est problématique ou pas, ça va être son poids. Donc, il y a plusieurs raisons et il y a plein d'espèces qui vont avoir des anorexies saisonnières, donc ils vont arrêter de manger pour X ou Y raison à un moment donné dans l'année. Si l'animal ne perd pas de poids, il y a moins de raisons de s'inquiéter que s'il perd du poids. Donc une anorexie associée à une perte de poids, ça doit motiver une visite vétérinaire quand même assez rapidement. Okay. Ensuite de ça, il va y avoir chez les lézards justement, les dragons barbus, les geckos ou même les serpents, des problèmes avec la mue. Donc chez les espèces qui muent en une seule pièce, donc pas mal les geckos léopards puis tous les serpents, s'il y a des mues qui sont retenues à certains endroits, ça peut devenir problématique. Donc il peut y avoir des petites plaies. On a beaucoup de lézards qui vont perdre les griffes au niveau des ongles parce que la mue retenue va faire comme un petit garrot, une constriction, le sang se remplit au bout des doigts, puis ça va tomber. Donc des problèmes de mue ou de plaies, on va en voir quand même assez fréquemment. On va avoir aussi, selon les espèces, grand classique chez les serpents, des problèmes respiratoires. Donc des sécrétions au niveau des narines, des petites bulles, de la salive au niveau de la bouche. Des fois les propriétaires les entendent siffler alors qu'habituellement ils font pas de bruit. Donc ça va être des éléments qui vont les alerter qu'il y a peut-être un problème et qui vont motiver une visite chez le vétérinaire. OK. Comment c'est quoi qui cause ça justement chez les serpents, mettons, les problèmes respiratoires? Alors, problème respiratoire, souvent ça va être un enjeu avec la température, donc très souvent une température trop basse, puis ça peut être aussi bête que 1 ou 2 degrés, puis même un serpent qui a super bien été depuis des années à cette température-là, si c'est pas sa température préférentielle, sa température optimale, ça peut être suffisant pour provoquer un stress qui va aboutir à une infection respiratoire. Un problème de ventilation, un problème d'humidité aussi va éventuellement pouvoir favoriser les problèmes respiratoires. La majorité des problèmes respiratoires qu'on va avoir, ça va être des pneumonies bactériennes qui sont provoquées par des bactéries qui vivent de manière normale dans la cavité orale, dans la bouche des lézards ou des serpents, mais qui vont profiter d'un affaiblissement du système immunitaire pour se développer en quantité anormale, provoquer de l'inflammation, puis donc du mucus et des sécrétions. Pareil avec les problèmes de mue, la grosse majorité des problèmes de mue,
c'est parce que l'humidité et les températures sont mal contrôlées dans le terrarium. Moi, je trouve ça fascinant, la mue. Comment on fait pour bien gérer ça? Y a-t-il une recette magique de... Oui, en fait, la recette magique, c'est d'avoir une boîte à mue. Donc, pour pallier au fait que c'est extrêmement difficile de maintenir l'humidité et la température satisfaisante, je vais très souvent recommander à mes propriétaires de serpents donc et de geckos de faire une petite cachette avec une serviette ou un linge à vaisselle, donc quelque chose qui est quand même assez rough pour que l'animal puisse aller se frotter dessus. Très humide et très chaud, donc souvent je vais leur dire de vaporiser, d'humidifier cette zone-là plusieurs fois par jour et de la mettre soit sous une source de chaleur, soit avec un tapis chauffant en dessous pour avoir vraiment le principe d'un hammam avec beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Souvent, ça va permettre de favoriser la mue. Donc, pour les individus qui auraient des difficultés de mue parce que l'environnement, parfois le propriétaire n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait de pas correct, mais qui fait que son animal a des difficultés de mue, d'avoir une boîte à mue, ça va vraiment faciliter le fait que la peau va sortir en une seule pièce. Est-ce que c'est correct quand les propriétaires aident à faire la mue ou tu sais, j'en vois des fois qui tirent dessus? Donc ça dépend des espèces, parce qu'il y a des espèces qui vont muer par patch. Donc les iguanes, les dragons barbus par exemple, vont vraiment muer par petites pièces. Donc ça peut être ok de les aider, sauf que si on les aide ou s'ils ont besoin d'aide, c'est parce qu'ils ne font pas leur mue de manière parfaite, parce que dans la nature, vous imaginez bien qu'il n'y a personne qui va aller éplucher le petit iguane, il a besoin de personne. Donc c'est correct de le faire pour les aider, mais si on doit le faire, c'est parce qu'il y a un problème qui fait que la mue ne se fait pas en une seule pièce ou par lambeaux, mais de manière naturelle, sans l'aide en fait d'un humain. C'est quoi les problèmes de santé les plus fréquents que vous voyez à la clinique? Donc, l'anorexie, donc la perte d'appétit, qui va être liée à 1 million de problèmes différents. Malheureusement, beaucoup de problèmes reliés au métabolisme du calcium. Donc, l'absence des UVB ou l'absence de supplémentation en calcium fait qu'on va avoir des individus qui vont nous être présentés avec des déformations. La bouche, la mâchoire qui est déformée avec des infections au niveau des dents, une stomatite, les membres qui sont déformés, les carapaces qui sont déformées. Beaucoup d'infections respiratoires chez les serpents. On va avoir aussi, étonnamment, énormément de problèmes de reproduction chez les femelles. Tous les reptiles peuvent pondre, ou la majorité en tout cas peuvent pondre. Et il y a plein d'espèces pour lesquelles les propriétaires ne savent même pas s'ils ont un mâle ou une femelle, ou on leur a dit, puis ils ont pas prêté forcément attention à vérifier quand l'animal a grandi, etc. Et les femelles qui peuvent de manière imprévisible avoir un cycle d'ovulation et de ponte vont souvent avoir soit une stase folliculaire, soit une rétention d'œufs parce que le milieu n'est pas adapté à ce qu'elles pondent. Donc la stase folliculaire, c'est le fait que la femelle va produire le jaune d'œuf, mais elle ne va pas les ovuler. Donc les jaunes d'œufs sont fabriqués au niveau de la grappe ovarienne, mais ils ne vont pas être ovulés, donc ils ne vont pas être déposés dans l'utérus, là où se formerait la coquille pour que l'œuf soit entier et qu'elle puisse le pondre. Et ça va entraîner des problèmes, notamment une anorexie associée à une perte de poids. Le jaune d'œuf, c'est beaucoup de gras, donc ça sollicite énormément le foie. Donc on va avoir associé à ça un problème de syndrome de foie gras, de lipidose hépatique, et on va avoir beaucoup de problèmes avec les stases folliculaires, parce que quand on arrive à ce stade-là, il n'y a aucun médicament, ou c'est très rare qu'on arrive à les faire ovuler à ce moment-là. Et donc souvent, il faut aller les opérer plus ou moins en urgence pour retirer ça et casser le cercle vicieux. Ensuite, on peut avoir un problème avec des rétentions d'œufs, donc des femelles qui vont avoir ovulé leur jaune d'œuf, vont avoir fabriqué des œufs et vont essayer de pondre, mais si elles n'ont pas un site de ponte adapté, au niveau de leur comportement, elles ne vont pas vouloir pondre les œufs. Et parfois, si l'alimentation n'a pas été adaptée pendant cette période d'ovogénèse, de formation des œufs, elles ne vont pas avoir assez de force et assez d'énergie au niveau de leurs muscles pour pondre les œufs. Donc on va avoir des rétentions d'œufs. Les rétentions d'œufs, c'est un peu moins compliqué que la stase folliculaire à gérer parce qu'on peut avoir des médicaments pour essayer de les faire pondre. Mais parfois, ça aboutit quand même qu'il faut aller faire une opération pour retirer les œufs de l'intérieur. Et enfin, on peut avoir des prolapses. Donc ça, c'est quand le cloaque, et donc quand c'est relié à des problèmes reproducteurs, parfois l'utérus, va être sorti, va être expulsé à l'extérieur du corps parce que
les œufs sont bloqués, parce qu'elles n'ont pas assez de calcium pour avoir les contractions musculaires pour pondre les œufs. Donc on a quand même beaucoup de problèmes reliés au comportement reproducteur. Puis donc ça, c'est majoritairement chez les femelles. On peut avoir des problèmes avec les mâles au niveau des hémipénis parfois, mais c'est surtout chez les femelles qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Puis ça, c'est très fréquent. Puis c'est saisonnier selon les espèces, selon le moment de l'année et les motifs de présentation. Selon l'espèce que c'est, on peut suspecter que ça va être un problème relié à une stase folliculaire ou à une ponte. Comment on fait pour sexer un reptile? Un serpent ou une tortue? Ça dépend des espèces. Il y a plusieurs espèces chez qui il y a un dimorphisme sexuel, donc une différence visible entre le mâle et la femelle, et d'autres espèces chez qui c'est pas visible. Donc si on prend quelques exemples assez faciles, les geckos léopards, les mâles vont avoir plein de petits pores, donc des petits picots au niveau de l'intérieur de leur cuisse, et ils vont avoir des bulges, des petits renflements où il y a leurs hémipénis. Donc ils ont, au lieu d'avoir un pénis, ils ont 2 pénis, les reptiles, la plupart des espèces, qui vont être de part et d'autre du cloaque. Donc quand on regarde au niveau du cloaque et l'intérieur des cuisses, les femelles vont pas avoir de pores fémoraux où ils vont être très discrets, et les mâles vont avoir vraiment plein de petits picots, puis de petits renflements. Les iguanes, par exemple, les femelles vont être beaucoup plus petites que les mâles. Donc, une fois arrivés à l'âge adulte, les mâles vont avoir des gros pores fémoraux aussi. Puis souvent, ils ont vraiment la mâchoire qui est plus développée, beaucoup plus gros. Là, c'est vraiment, ça fait rouler les mécaniques et puis la testostérone, alors que les femelles sont beaucoup plus affinées, élégantes et sensuelles, on va dire. Chez les serpents, ça va souvent être en les sondant. Donc, il y a des sondes spéciales qu'on va introduire de part et d'autre du cloaque. Et selon la distance à laquelle on va pouvoir insérer la sonde, on va pouvoir savoir si c'est un mâle ou une femelle. Chez les tortues, là, ça dépend énormément des espèces. Mais les tortues semi-aquatiques, si on prend par exemple les tortues à oreilles rouges, les mâles vont avoir des griffes au niveau des pattes avant beaucoup plus longues que les femelles. Et au niveau de la queue des mâles va être beaucoup plus longue et le cloaque va être beaucoup plus loin sur la queue. Puis tout ça, ça a une visée de reproduction. Les griffes au niveau des pattes avant, c'est pour pouvoir grimper sur la carapace de la femelle et se stabiliser. Et au niveau du cloaque et de la queue, pour se reproduire, le mâle qui va être donc à côté sur le dos de la femelle doit avoir un cloaque qui va pouvoir aller chercher le cloaque de la femelle, donc une queue plus longue et le cloaque plus loin pour que son phallus puisse aller ensemencer la femelle au niveau de son cloaque. Donc ça varie beaucoup selon les espèces. Il y a des espèces chez qui on ne peut pas faire de différence. Donc dans les exemples auxquels je pourrais penser, il y a les skinks à langue bleue par exemple, qui sont des lézards fascinants. Là, c'est des vrais bulldozers qui viennent d'Australie. Les mâles et les femelles, impossible de faire la différence. Il y a des articles et des techniques qui sont sortis pour réussir en injectant un milieu de contraste au niveau de justement du cloaque pour prendre des radiographies pour le faire. Il y a des espèces chez qui on va faire une échographie pour aller regarder si on voit des testicules ou des grappes ovariennes. Puis, donc ça, ce sont des espèces chez qui tu me montres un mâle ou une femelle, je suis incapable de te dire si c'est un mâle ou une femelle sans faire des radios ou une échographie, par exemple. Mais si j'ai bien compris, c'est quand même important de sexer son animal si on veut adapter sa condition. Oui, c'est certain que de manière générale, pour les reptiles, et puis ça serait la même chose pour les oiseaux, mais c'est pas le topic d'aujourd'hui, je recommanderais fortement aux gens d'essayer d'adopter un mâle parce qu'on a énormément de problèmes reliés à la reproduction et aux pontes. Donc, si on adopte un mâle, il y a déjà X pourcentage de risque en moins d'avoir des problèmes, sachant qu'on a beaucoup de problèmes avec la reproduction. Sauf que si on les adopte en très jeune âge, parfois c'est difficile ou parfois on va se tromper. Puis moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des reptiles, des lézards en consultation quand ils avaient quelques mois. Puis je pensais que c'était un mâle. Puis là, en les suivant d'année en année, j'ai constaté que je m'étais trompé quand je les avais vus la première fois. Puis, est-ce que la ponte d'œuf doit se faire régulièrement? C'est pas qu'elle doit se faire régulièrement, c'est qu'elle va se faire de manière imprévisible. En théorie, ça va être une fois par année. Donc, si c'était en nature, la plupart des reptiles vont pondre une fois par année. Et quand c'est en captivité, il y a des femelles qui vont se mettre à pondre dès leur jeune âge, quand elles ont atteint la maturité sexuelle qui va varier selon l'espèce, qui est aussi associée à la taille. Là, c'est pas uniquement l'âge, ça va être aussi la taille. Mais souvent, quand elles se mettent à pondre, elles vont pondre à tous les ans. Okay. Y en a par contre qui vont pondre, mais pas tous les ans.
Puis il y en a qui vont jamais pondre. Donc j'ai des propriétaires qui ont des femelles mais qui n'ont jamais eu de problème de ponte, et tant mieux pour eux. Qui n'ont jamais eu de ponte, là même. Il y en a qui vont pondre sans avoir de problème. Mais forcément, plus elle pond dans sa vie, plus la femelle va avoir un risque d'avoir un problème de ponte à un moment donné. Ça, c'est un bon rappel à avoir, là, si on adopte... si on se rend compte que c'est une femelle qu'on a. Pour terminer, y a-t-il quelque chose que tu trouves important à dire aux personnes qui ont des reptiles ou qui veulent en avoir un? C'est vraiment de réfléchir dans quoi on s'engage. Parce que si on résume un petit peu les éléments clés, puis les enjeux auxquels je suis souvent confronté, ça va être la qualité du setup, de l'organisation du terrarium à la maison. Parce que si tous les propriétaires de reptiles avaient un environnement super bien contrôlé, je pense que je verrais peut-être... un 10e ou 20% des reptiles que je vois actuellement, parce que la très grande majorité des reptiles qui me sont présentés en consultation sont malades parce que ça découle d'une mauvaise organisation au niveau du terrarium ou de mauvais renseignements que les gens ont eus, et de réfléchir dans quoi on s'engage sur la longévité, parce qu'encore une fois, ce sont des animaux qui vivent pour la très grande majorité 15 et 20 ans au minimum. D'autres espèces vont vivre 30, 40. Les tortues, ça peut vivre 50, 60 ans. Donc ça, c'est un élément important à réfléchir. Où est-ce que je serai dans 10 ans? Où est-ce que je serai dans 30 ans? Est-ce que j'aurai toujours l'envie, la passion et le temps de m'occuper de mon reptile? Merci énormément d'être venu nous parler. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait vraiment plaisir.